fattore in quindi Tutte le esperienze queste stesse. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Alors nous allons parler aujourd'hui de Haïti, de l'action humanitaire après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 avec Pedro Durán de la Fuente, dit le livre témoignage que vous avez publié après avoir passé 3 années dans l'humanitaire et les Nations Unies pour essayer d'organiser l'aide internationale en Haïti. Vous avez ramené un livre témoignage qui est assez dur, assez difficile, j'imagine, à accepter par les organisations internationales, parce que c'est le livre d'un acteur, mais d'un acteur critique. Alors un petit mot avant de commencer, il faut préciser que vous avez été l'un des victimes du coup d'État d'Augusto Pinochet au Chili, réfugié au Honduras, au Pérou, puis en France. Au Pérou. Ah, réfugié au Honduras, oui. Honduras, Pérou, France, et puis retour au Chili, où vous avez participé à l'organisation du référendum constitutionnel qu'a perdu le dictateur, et ensuite vous avez eu des fonctions administratives assez importantes à la présidence du Chili. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que votre analyse critique, elle est en permanence en parallèle avec votre passé chilien. C'est assez étonnant dans le livre, on voit ce parallèle permanent sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais tout d'abord la première question, pourquoi Haïti? Puisque vous aviez des fonctions importantes au Chili, c'est vous qui avez demandé à partir en Haïti. Quel a été le contexte de ce départ et pour quelles raisons êtes-vous allé en Haïti? Oui, bon, tout à fait. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette conversation sur un sujet que je considère qui est très important, que c'est Haïti. Et le titre du bouquin en espagnol, c'est la conciencia negra de la communauté internationale, c'est-à-dire que c'est la mauvaise conscience de la communauté internationale par rapport à ce qui s'est passé en Haïti et comment on a fait face à ça. Haïti, c'était pour nous important en Amérique latine parce que c'est le premier pays qui a aboli l'esclavage. Et aussi, c'est un pays qui a aidé à Simón Bolívar pour l'indépendance de l'Amérique latine en 2 fois. Donc, c'était un symbole à côté des États-Unis, de Cuba. C'est là où est arrivé Cristóbal Colón aussi, en 1492. Donc, c'était important dans la conscience que les progressistes qu'on a au Chili, mais surtout après le tremblement de terre, avec tout ce qui s'est passé, je me suis dit, bon, comment je peux aider? Et la façon comme je pouvais aider en Haïti, c'était à partir de mon expérience à la présidence de la République du Chili avec le président Ricardo Lagos. Et parce qu'en Haïti, les institutions avaient disparu. Il faut rappeler que le Chili a été l'un des premiers pays latino-américains, avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, je crois aussi, à répondre à l'appel des Nations Unies. Exactement. C'était un des premiers pays et c'était après que le président Ricardo Lagos il a dit non au président Bush dans le sens de participer à l'invasion d'Irak à l'époque. Et donc après, quand il a eu le tremblement... Oui, à l'époque, il avait refusé... Il avait refusé que le Chili participe... De donner l'autorisation. Voilà. L'autorisation au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il avait refusé ça. Donc, Nations Unies, après... On l'a téléphoné, on l'a dit, écoutez, on a ce problème en Haïti, on doit envoyer des troupes, on veut que ce soit des troupes latino-américaines, Brésil, Argentine, vous pouvez envoyer des troupes. Il a dit, bon, en 48 heures, vous aurez les troupes chiliennes là-bas. Et ils sont partis là. Donc, le Chili, avec le président Lagos, il a pris tout de suite la décision d'aider avec ce que les Nations Unies demandaient pour Haïti. Donc, Haïti, c'était important, tu vois, c'était quelque chose qu'on avait... dans notre histoire, c'est important de pouvoir aller et transmettre un peu les expériences. Quelles ont été vos fonctions en arrivant? Quelle était la mission que vous aviez en arrivant en Haïti?
J'étais embauché en tant que conseiller direct du Premier ministre. De l'époque. De l'époque, Jean-Max Bellerive. Oui. Qui était le Premier ministre du président Préval. C'était le Premier ministre du président Préval. Il était le vice-président de la commission de la reconstruction avec Bill Clinton, qui était le président Clinton, qui était l'autre vice-président. Donc j'étais son conseiller direct. Donc elle m'a dit, écoute Pedro, j'ai besoin que tu m'aides dans la question de la reconstruction, de la commission de la reconstruction, et des conseils aussi à partir de l'expérience chilienne de ce qu'on a. Et c'est ça. Oui, il faut rappeler que le Chili est un pays qui est affecté aussi par les tremblements de terre et qui a une expérience de prévention de ces catastrophes. Voilà. On est des experts dans les tremblements de terre parce que c'est toute notre vie. Mais les drames d'Haïti, bon, au-delà de l'expérience chilienne ou de n'importe quel pays, parce que tout est tombé, tout a disparu. Le premier contact, c'est la première fois que vous visitiez Haïti? Non, en 2004, je suis allé parce qu'on a fait une visite officielle aux États-Unis avec le président Lagos. Et ensuite, on est allé en Haïti. Donc, j'avais organisé. En 2004. 2004. Pour le bicentenaire de l'indépendance. Voilà. Donc, on a fait toute une visite dans ce pays. Est-ce qu'il y avait des changements en 2010? Vous avez vu un changement notoire? Non. Aucun. 2010, non, parce que quand je suis arrivé en décembre, 2010. Oui. Le 7 décembre 2010. Et le tremblement a été en janvier, le 12. Donc tout était par terre. Il y avait 1,5 million de gens qui étaient dans la rue. Et tous les bâtiments des ministères, de l'administration publique étaient par terre. Même la primature aussi, elle était très sécurisée. Tout était par terre. La primature, c'est-à-dire le bureau du Premier ministre. Donc la situation elle était vraiment dramatique quand je suis arrivé. Et là, j'ai commencé à travailler avec lui directement. C'était un moment spécial parce que le même jour que je suis arrivé, il y a eu l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du premier tour, le 7 décembre. Et dans ces résultats, il y avait Mme Maliga qui a gagné l'élection. Ensuite, Jude Celestin, qui était le candidat de Préval, qui était deuxième, et troisième, Martelly. Et ça a provoqué tout un problème de la communauté internationale, parce que la communauté internationale a dit non, c'est pas possible, nous avons d'autres informations, on pense que c'était pas ça le résultat. Bon. Je vais revenir au livre. Les premières impressions, apparemment, ce qui vous a marqué, c'est une espèce de ségrégation entre les fonctionnaires de l'humanitaire, qu'ils soient des Nations Unies ou des ONG, et la population. En lisant votre témoignage, on a l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a un monde dans lequel les humanitaires circulent très vite en voiture, pour éviter les problèmes, pour aller d'un lieu à un autre, et puis le soir, ils se retrouvent comme dans des lieux de vacances, de pays occidentaux, vous racontez, avec les gens avec leur portable, un apéritif, un rhum sour, c'est un peu surréaliste. C'est ce qui ressort de votre témoignage. Si, c'était comme ça. C'est pas déjà la critique, mais c'est déjà une impression un peu défavorable de la façon dont se déploie ou s'est déployée l'aide humanitaire. Exactement, parce que le système qu'il y avait des Nations Unies en Haïti, c'était la MINUSTAH. La MINUSTAH, c'était dirigé par quelqu'un nommé par le secrétaire général et le conseil de sécurité. Et c'était surtout les chefs militaires, mais les chefs aussi de toutes les agences des Nations Unies sur place. C'est-à-dire les PNUD, les OCHA et toutes les autres agences n'avaient pas l'indépendance nécessaire pour faire son boulot traditionnel. Il fallait passer par cette structure. Donc, malgré les efforts qui ont été faits par le système humanitaire des Nations Unies, OCHA, ils ont fait un travail spectaculaire, très important, il y avait ce monde international en Haïti, que c'était les 2000 membres, 2000 ONG qui étaient en Haïti, que personne ne connaissait bien qu'est-ce qu'ils faisaient, etc., mais qui étaient là, les fonctionnaires étaient là, plus les gens des Nations Unies, et qui avaient une façon de vivre
complètement éloigné de ce qui s'est passé à l'extérieur. Oui, vous dites même à un certain moment que vous essayez de comprendre ce problème électoral et qu'ils ne veulent pas en parler. Ils sont dans leur routine, ils étaient dans un autre pays, ils vont aller dans un autre pays, ils tournent, et voilà. Imaginez-vous qu'il y a des fonctionnaires, il y avait des fonctionnaires qui n'avaient pas été payés pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Des fonctionnaires de l'État. haïtiens. Des haïtiens de l'État, tu vois, qui n'avaient pas été payés. Oui. Et ils vivaient dans les misères, dans la rue. 1,5 million de gens dans la rue, dans les parcs, des trucs comme ça, avec des choses terribles. Donc ces gens-là, les élections, ça ne les intéressait pas, ils avaient besoin de manger. Oui. De manger. Donc vous posiez des questions. Du travail. Et vous posiez des questions à vos, entre parenthèses, collègues. Enfin, ça, avec les collègues, on discutait, voilà. Mais de l'autre côté, il y avait des hôtels qui fonctionnaient bien, l'hôtel Caribe, des restaurants, le quartier latin que je cite dans le livre. C'est le nom d'un restaurant. C'est le nom d'un restaurant qui est très sympa. Et on rentrait là, et on parlait en anglais d'abord, et ensuite, des bons sour, des trucs. C'était un autre monde. Voilà. C'est un autre. C'est pas une critique, ça, oui. C'est simplement le fait que la communication ou l'influence du drame haïtien, ça n'arrivait pas nécessairement dans la... Parce que les fonctionnaires faisaient le boulot en sachant qu'ils allaient, après, dans quelques années, aller ailleurs. Mais les anciens étaient là, tu vois. Donc, il avait cette distinction. Mais il y a la MINUSTAH, donc la mission des Nations Unies pour la stabilité de Haïti, mais il y a aussi le CICR, ce comité international pour la reconstruction de Haïti, CRH, pardon. Mais ce comité était indépendant de la MINUSTAH. Comment ça fonctionne? C'était indépendant de la MINUSTAH, c'était presque indépendant du gouvernement. Même si du gouvernement haïtien, même si c'était le premier ministre Belrive qui était un vice-président, et de l'autre côté il avait Bill Clinton, mais il avait un conseil aussi qu'il avait des représentants de la société haïtienne qui participaient avec des représentants des organismes internationaux dans lesquels on discutait, on voyait les politiques, etc. Et nous on travaillait, on avait des gens un peu partout, des Canadiens, des Américains, quelques Haïtiens, pas beaucoup, qui étaient là, des techniciens, qui étaient là en train de discuter, voir les avances de la reconstruction d'Haïti, qu'est-ce qui s'est passé ici, etc. C'était transitoire, c'était une organisation qui a été créée pour quelques mois, un an, et pour faire le travail de commencer la reconstruction et avancer dans la reconstruction. Le président Martelly, pendant sa campagne, le candidat Martelly, il a dit qu'il allait supprimer la CIRH parce qu'il voulait que ce soit les Haïtiens qui puissent prendre en ses mains le futur du pays. Oui. Et pas les étrangers, les Blancs qui étaient là dans cette commission. Donc il avait une méfiance, il avait un problème entre les Haïtiens et la communauté et la commission. Mais la commission, ce qu'il faisait, c'était analyser les projets de reconstruction. Il a trouvé des projets de reconstruction qui allaient ensuite dans une autre commission, qui c'était celle qui gérait l'argent, où on recevait l'argent des pays et de l'autre et qui implémentait des choses. Mais tout ça, c'était la bureaucratie. Et dans tous ces chemins, les ministères des travaux publics ou les différents ministères participaient très peu. Donc c'était quelque chose un peu compliqué dans le sens qu'on était étrangers et on arrivait dans ce pays qui tout était détruit. Et c'était à nous de décider qu'est-ce qu'il fallait faire. Et parce que les Haïtiens, ils vont vous dire oui à tout. Parce qu'ils avaient besoin de l'argent, ils avaient besoin de manger. Donc c'était assez compliqué, pour le dire de façon élégante. Et alors cette commission, elle a servi à quelque chose, ou est-ce qu'il y a eu effectivement une bonne gestion des millions de dollars qui avaient été, milliards de dollars qui avaient été annoncés? Quel bilan on peut faire du travail de cette commission de reconstruction? Je pense qu'elle a déçu pas mal de gens, haïtiens et même des étrangers qui étaient là. Parce qu'elle ne pouvait pas non plus avancer trop.
C'était parce qu'il avait la politique haïtienne, les parlements, les présidents, il avait tout ce problème des autorités haïtiennes dans lesquelles il a eu les élections présidentielles, le Sénat et le Parlement. Et pour arriver à avoir un Premier ministre stable qui fonctionne, ça a passé 2 ans. C'est avec Laurent Lamotte, en avril 2012, qu'on a pu avoir un Premier ministre, un gouvernement qui puisse vraiment travailler et faire des choses, et proposer des choses. Et pendant le moment de la Commission de la reconstruction, Martelly, qui arrive au pouvoir, que le Parlement ne l'accepte pas, des candidats à Premier ministre. Le Premier ministre désigné, le Parlement dit non, ce monsieur non, c'est l'autre monsieur non, c'est l'autre oui, Gary Conil, c'est le 3e, il a dit oui, on accepte ce monsieur, mais il a duré 5 mois, parce que les questions internes l'ont fait sauter, et Laurent Lamotte est arrivé. Donc il a eu 2 années d'instabilité. Qui ont... Est-ce que ces années d'instabilité électorale auraient pu être évitées? Administrative, bien sûr, parce que c'est absurde. La décision de faire des élections dans un contexte comme celle d'Haïti, c'était une erreur horrible. C'était terrible, parce que il fallait d'abord appliquer les plans de reconstruction d'Haïti. Qui était budgétisé, qui était avec tous les éléments qu'il fallait faire. Il fallait créer des emplois, du travail, récupérer l'infrastructure, faire des choses concrètes de façon de faire tourner la machine de l'État. Mais les élections, c'était pas ça l'important. On avait un président qui s'était prévalu, même si son mandat il était fini, mais c'était des circonstances exceptionnelles. On avait un Premier ministre qui était là. Et qui a pris la décision de donner la priorité aux élections? La communauté internationale. La communauté internationale a décidé de faire des élections. Et le mois d'août, il a commencé la campagne. Malgré tous les problèmes qu'il y avait, 1,5 million de gens dans la rue, etc. Mais quand même, la communauté internationale, ce n'est pas seulement les Nations Unies, c'est tous les organismes. Mais si tout était détruit, ça veut dire que d'un point de vue électoral, il n'y avait aucune garantie pour organiser des élections. Il n'y avait pas de liste à jour, il n'y avait pas Il n'avait pas de liste, il n'avait même pas de carnet d'identité. Oui. Donc c'est pour ça qu'il a eu théoriquement, il a eu un 22% de participation dans l'élection, théoriquement. Mais théoriquement, parce que c'est une estimation qui ne correspond peut-être pas à la réalité. Peut-être c'est pas comme ça. Tu vois. Oui. Donc c'était dépenser de l'argent pour faire des élections et paralyser l'institutionnalité haïtienne qui était... Mais la communauté internationale, c'est qui? Pourquoi la communauté internationale a-t-elle pris cette décision? C'est vous, c'est moi. Et oui, d'accord, moi on va pas consulter. Moi j'étais là, mais Mais c'est Nations Unies, la Banque mondiale, Fonds monétaire international, l'Union européenne, les ambassades, les ambassadeurs, les pays les plus importants du monde qui étaient là. C'était eux qui décidaient, et surtout c'était les États-Unis. Les États-Unis décidaient ce qui s'est passé en Haïti. Mais pour quelle raison, à un moment donné, les États-Unis et les autres, quel était l'intérêt d'organiser des élections avant de parler de reconstruction? Je pense que c'était peut-être le fait de contrôler un pays qui était par terre, qui évitait que peut-être l'influence de Cuba qui était à côté, à 200 km de là, et fasse pas une situation pré-révolutionnaire, peut-être. Mais... Ça veut dire que le président élu n'était peut-être pas le bon. Si les conditions d'une élection transparente ne pouvaient pas être réunies à cause de la catastrophe. Mais pour les États-Unis n'étaient pas intéressés à vraiment à la reconstruction, à faire tout ça. Bill Clinton était là, il a fait le mieux qu'il pouvait, et Hillary Clinton était le secrétaire d'État, Obama était le président des États-Unis, mais les gens qui commandaient là-bas, c'était surtout plutôt liés à la droite des États-Unis. Alors pourquoi le sous-titre de votre livre, c'est la mauvaise conscience de la communauté internationale? Donc, pourquoi ce sous-titre, ce commentaire très critique finalement? Très critique parce que c'est la responsabilité de la communauté internationale, de tous ces organismes, de la communauté internationale et de tous les pays qui étaient là présents comme des acteurs importants et qui sont responsables.
Si les Nations Unies auraient agi d'une façon différente, peut-être la situation aurait été différente. Mais c'était les États-Unis qui disaient, ou disaient oui ou non, que tous les autres pays allaient dans ce sens. Donc il y a une responsabilité. La responsabilité du peuple haïtien, c'est qu'ils ont construit des choses que, bon, c'était pas possible de construire, n'importe quoi. Mais la responsabilité de la reconstruction d'Haïti, c'était l'opportunité de construire un nouveau Haïti. Tout était par terre. Donc il ne s'agissait pas de reconstruire. Le nom de la reconstruction d'Haïti, ce n'était pas un bon nom. Parce que c'était l'opportunité de construire quelque chose de meilleur. Ce commentaire, vous le faites à partir du parallèle que je signalais au début de notre entretien entre Chili et Haïti, parce qu'on voit ce parallèle, enfin une espèce de dialogue que vous avez en permanence. Là, il y a ça, mais au Chili, on a eu un peu une situation similaire, et voilà ce qu'on avait fait. Oui. Au Chili, on a une situation similaire. Cette année, on a pu avoir une commission qui va refaire la constitution chilienne de 1980, qui était imposée par Pinochet. Donc, on a mis beaucoup de temps dans cette transition à la démocratie. C'était assez compliqué. Donc, on avait une certaine sympathie avec Haïti dans le sens qu'on disait, bon, tout a tombé par terre, pour le dire d'une façon. Et puis Haïti a eu la famille Duvalier. Haïti, il a eu la famille Duvalier. Et tout a tombé par terre, donc c'était une opportunité pour construire quelque chose de différent. Profitons de l'opportunité pour faire une société plus solidaire, plus, etc. Liberté, égalité, fraternité. En parlant de Duvalier, un soir, vous rentrez dans votre hôtel qui est barricadé, vous avez du mal à ce qu'on vous ouvre à la porte, et qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est barricadé, et vous avez la grande surprise de vous trouver nez à nez dans un couloir ou un escalier avec le fils Duvalier, Baby Doc. Baby Doc, oui, exactement, c'était impressionnant pour moi. Et là, qui vous a rappelé aussi Pinochet, etc. Enfin, bon. Baby Doc, les Duvalier... Et vous posez la question, et vous la posez à vos collègues, qui a pu prendre la décision d'autoriser ce personnage à revenir? C'était le jour du deuxième tour. C'était, une semaine après, le deuxième tour des élections présidentielles. En janvier 2011. Ouais. Et c'était incroyable parce qu'effectivement, je retournais la nuit à l'hôtel et tout était fermé avec des grilles, des soldats avec des mitraillettes qui étaient là. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que non, j'habite ici, rentrez. À l'intérieur, plein de gens qui discutaient, je ne savais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Et à un moment donné, je vois un monsieur qui commence à descendre du 3e étage par l'escalier. Et les gens qui étaient à côté commencent à crier, ah, Duvalier, Duvalier. Moi, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis en train de rêver, c'est un cauchemar. Et il descend et il va tout droit vers moi. Moi, après encore, c'est quoi ça? C'est comme si Pinochet arrivait à me voir, Pinochet avec Duvalier, tous les deux. Bon, et c'est ça, il est arrivé ce jour-là, il est parti à manger dans le restaurant avec ses copains, etc. Et après, moi, quand je suis arrivé dans ma chambre, juste en face de ma chambre, il y avait une autre chambre où tous les amis de Baby Doc étaient là, à l'intérieur. En train de faire la fête. Qui s'était vu parce qu'il était avec les cheveux blancs, etc. Mais c'était le tonton Macoute de l'époque qui était en train de fêter avec de la champagne et tout ça. Et moi, j'étais dans ma chambre regardant ça de l'autre côté. C'était une expérience incroyable pour moi. Et c'était très dur pour moi dans le sens que ça me rappelait tout de suite le coup d'État, Pinochet, les militaires, la dictature. Sans avoir eu une explication rationnelle de conditions de retour de l'ancien dictateur. Personne n'était au courant. Il est arrivé, il a fait une déclaration, je suis venu pour aider Haïti, pour aider, etc. Mais personne ne l'avait demandé, ça. Bon, un mois et demi après, ça a permis qu'il retourne en Haïti et de l'Afrique du Sud. Il venait de l'ancien président Aristide.
tu vois, qui était à l'exil. D'accord. Mais bon, c'était une question compliquée de point de vue personnel. Pour moi, c'était vraiment dur quand je me trouvais avec ça. Et surtout sans comprendre, parce qu'il avait aucune raison, parce qu'on était avec toute l'histoire de Martelly, les élections, qu'il fallait faire le deuxième tour. Ça a été un élément supplémentaire de confusion. Peut-être c'est quelqu'un qui a dit, bon, il faut amener Baby Doc ici pour qu'il appuie Martelly dans l'élection du deuxième tour. Je ne sais pas. Ouais. Ça, je ne sais pas du tout. Et en 2014, donc, partez, pourquoi avoir arrêté? Parce que c'était fini. J'étais d'abord 2 ans avec UNDP, le PNUD, et après c'était le gouvernement d'Haïti qui m'a embauché. Et à la présidence d'Haïti, c'était la commission d'attraction d'investissement en Haïti, qui était dirigée par un entrepreneur haïtien et par Bill Clinton de nouveau. Et là, on a fait des efforts pour attirer l'attention des investisseurs étrangers d'aller investir au Chili. Et bon, Laurent Lamotte, il était là comme Premier ministre, c'était un jeune entrepreneur qui était très dynamique, il a fait pas mal de propositions de développer le tourisme, des trucs comme ça. Mais personne n'allait investir en Haïti parce que même si on donnait 15 ans sans payer des impôts, l'instabilité c'était trop important. Et Martelly, c'était pas un président qui rassurait beaucoup parce que c'était un très bon chanteur. Et vous continuez à suivre l'actualité d'Haïti? Je continue de façon ou d'autre à suivre, je parle de temps en temps avec des amis qui sont là-bas, mais ça va de pire en pire. C'est ce que j'allais vous dire, la situation ne s'est pas améliorée. C'est de pire en pire, c'est pénible, c'est vraiment terrible parce que à partir de 2010, à l'époque, on a avancé rien. Alors quel est le bilan qu'on peut tirer de ces événements pour Haïti, sur la communauté internationale, sur l'action des ONG? Quel est le bilan, pour terminer, qu'on peut tirer de ce qui s'est passé? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs crises. On a une crise qui c'est la crise du système néolibéral partout dans le monde, des inégalités. Vous voyez au Chili, en Colombie, un peu partout dans le monde, comment ça commence à exploser. Et donc, il y a la crise politique, institutionnelle, économique. Il y a la crise environnementale. Le changement climatique, ça existe. Il est là. C'est pas une théorie des écologistes. Non, c'est quelque chose de concret qui est là. On a un problème qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est la population mondiale. Quand je suis né dans les années 50, il y avait 3 milliards de gens qui habitaient. Aujourd'hui, il y a 7 milliards et demi. Et pendant ma vie, Et à 2030, 2050, ça sera 9 milliards. Et la surface de la Terre où habitent ces gens-là, ça n'a pas bougé. C'est 140 000, je crois, millions de kilomètres carrés, etc. Ça n'a pas bougé. Donc, évidemment, ça veut dire que le développement des villes, la destruction de l'environnement pour construire plus de villes, la demande des aliments, tout ça a explosé. Les nouvelles technologies ne nous aident pas beaucoup à construire des emplois. Dans certains pays, oui, mais dans d'autres, c'est la main-d'œuvre qui disparaît. Donc, il y a une crise qui est importante au niveau mondial et dans laquelle se trouve Haïti. Donc, Haïti aujourd'hui, c'est aussi il y a un problème avec la drogue. Parce que c'est un lieu de trafic de drogue. Au moins, c'est la formation qu'on m'a donnée quand j'étais là-bas. Les gens qui arrivaient en Haïti, d'ailleurs là, partaient aux États-Unis, en bateau, partout. Donc, il y a des mafias, il y a des drogues, etc. Et aussi, Haïti, c'est la même île que la République dominicaine. Donc, il faut trouver un moyen dans lequel les deux pays puissent se comprendre, s'aider et travailler ensemble, parce que c'est la frontière, c'est un peu plus loin, on est déjà en République dominicaine. La différence, c'est que, du point de vue de l'environnemental, en Haïti, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'arbres. En République dominicaine, il y en a pas mal. Donc, le bilan est compliqué parce que dans ce contexte de crise au niveau international, la situation d'Haïti, peut-être, personne ne parle plus d'Haïti parce qu'elle n'est plus dans les médias.
Tu vois, le tremblement de terre, ça a aidé à le mettre en place, mais aujourd'hui, on ne parle plus. Et l'influence des États-Unis est totale. Donc, si on n'a pas une réponse des États-Unis, à partir des États-Unis, qui ouvre un peu la possibilité de faire des choses, je ne sais pas, ça va être difficile. Il faudra un changement de mentalité, un changement au niveau international, des institutions, de comment on est organisé au niveau international, de façon qu'on puisse faire face à des défis comme celle d'Haïti. Et qu'il y a d'autres, en Amérique latine ou ailleurs, en Colombie. Mais est-ce que les stratégies d'aide au niveau international, Nations Unies comme ONG, ne devraient pas être révisées? Bien sûr. Il faut moderniser, il faut on parlait des élections tout à l'heure qui ont été priorisées alors que le pays était dans la détresse, dans l'urgence. Mais il y a aussi, vous parlez dans le livre, une priorité militarisée qui est donnée sur la construction du civil. Oui, les Nations Unies, de mon point de vue, doit se réformer. Oui. Doit changer sa façon de travailler et faire les choses d'une façon différente. Parce que dans les cas extrêmes comme celle d'Haïti, il n'est pas capable de vraiment... Il n'a pas de réponse. Parce que la première réponse, c'était la stabilité. Quelle stabilité? C'est justement le problème, c'était bon, la stabilité, pour ça, il faut des militaires. Minustre. Mais là, il n'a pas de guerre civile, il n'a rien pour l'autre. C'est pas ça. C'est les organisations des Nations Unies qui doivent faire leur boulot. Les gens de l'éducation, les gens de la santé, les gens d'ici, là, faire leur boulot. Et dans une perspective à long terme et en étroite collaboration avec les autorités locales. Parce que on est arrivé là-bas, moi je suis allé participer à des réunions dans lesquelles les organismes internationaux travaillaient avec des employés des ministères et ils disaient, bon voilà, vous arrêtez-vous ici ou là-bas, maintenant vous devez faire telle chose, voilà le truc, les institutions se font pour telle chose, comme si c'était des écoliers. Oui, d'accord. Tu vois, et c'était des gens... C'était assez humiliant. N'est-ce pas? Donc c'était pas ça, il fallait pas ça. Donc, il faut réformer les Nations Unies et les transformer en un organisme qui soit plus proche des citoyens, des besoins des citoyens. Ça, c'est sûr. Voilà. Bon, ma dernière question, on va sortir un peu de Haïti pour aller au Chili. C'est que cette présence chilienne à Haïti a fait découvrir aux Haïtiens l'Amérique du Sud. Et il y a eu une émigration haïtienne importante qui a du mal à s'intégrer au Chili. Il semble que c'est un problème nouveau au Chili, mais pour la première fois, il y a eu des problèmes, pas simplement avec la communauté haïtienne, mais quand même, il y a eu pas mal de difficultés du même type que celles qu'on rencontre en Europe, en France ou ailleurs, avec les migrants. Oui, je pense que d'une part, la partie militaire du Chili en Haïti, les militaires qui sont allés, ils ont fait leur boulot dans le contexte que les Nations Unies avaient réalisé. Mais je pense que peut-être ça a aidé à provoquer une immigration au Chili des Haïtiens, mais ce n'est pas évident. Je pense que c'était plutôt du côté chilien qu'ils ont ouvert les portes à la possibilité de l'immigration haïtienne et les gens ils ont décidé de partir en Haïti. Après, les Péruviens et les Vénézuéliens, les Haïtiens, c'est la communauté peut-être une des plus importantes qu'il y a là-bas. Au Chili. Au Chili. Mais tout ça, c'est aussi organisé du point de vue du commerce. Moi, j'ai vu dans un avion, en allant au Chili, un Haïtien qui était assis à mes côtés. Évidemment, c'était la première fois qu'il prenait un avion. C'était comme jamais. Il parlait seulement un peu de français et créole. Et je le voyais, les pauvres, ils ne savaient même pas qu'il fallait rien. Mettre la ceinture. Hein. La ceinture de sécurité, rien. Et je lui demande, pourquoi vous allez au Chili? Comment vous allez faire quand vous allez arriver au Chili, quoi? Non, il y aura des gens qui vont m'attendre. Mais il faudra un document pour montrer à la police chilienne que vous allez vivre quelque part. Ah si, il m'a sorti une feuille de papier, écrit à la machine ancienne, tu vois, qui disait, moi, telle personne que j'habite dans tel endroit au Chili, j'accepte de recevoir ces messieurs, etc.
un petit papier comme ça. Ils étaient plusieurs. Donc, ils arrivaient à l'aéroport, sûrement, il y avait quelqu'un qui le recevait, le mettait dans une voiture, et ils partaient, on ne sait pas où. Tu vois. Et c'était pas pas de la solidarité. C'était quelque chose d'autre. C'était un peu un travail, je ne veux pas dire des mafias, mais... Il veut dire qu'il y a des filières organisées. Des filières organisées. Donc cette personne avait dû payer. Oui, il fallait payer. Bon, mais on a reçu pas mal des Haïtiens, et on reçoit encore des Haïtiens, mais je ne sais pas si... Il y a des gens qui ont pu s'intégrer, d'autres qui ont eu des problèmes, mais l'immigration, la diaspora haïtienne, c'est fondamental pour Haïti. Ça représente plus de 2 milliards de dollars par année qui arrivent là-bas. Donc, pour les familles haïtiennes, sans diaspora, c'est fini. C'est pas possible. Bien, je crois qu'on va arrêter. Bon, d'accord. Et jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois, ok. Et donc, simplement rappeler que ce livre, pour l'instant, est en espagnol. Donc, c'est le récit de 3 années en Haïti d'un auteur chilien, de quelqu'un qui a participé aux opérations de reconstruction d'Haïti, la mauvaise conscience noire de la communauté internationale. Merci. Merci à toi, merci beaucoup. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.